Doit-on se faire assister par l'intelligence artificielle pour écrire nos romans? Bonjour, je suis Christophe Boignard, auteur de science-fiction, et aujourd'hui je te livre mon opinion sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle de manière bien spécifique, on va en parler aujourd'hui, plus particulièrement dans le cadre de l'écriture. Alors, je parle d'écriture de fiction, écrire un roman, une nouvelle. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous aider à écrire de manière générale des articles de blog, des articles de manière très générale, des courriers administratifs, toutes sortes de choses. Alors la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est intéressant ou non? C'est peut-être même, on va le voir au-delà de savoir si c'est intéressant ou non sur le plan technique. Est-ce que ça pourrait nous apporter ou au contraire, est-ce que ça pourrait nuire à notre travail sur le plan technique? On va aborder aussi la question morale. Alors, ce qu'il faut voir dans un premier temps, je ne vais pas forcément te donner des noms de logiciels. C'est quelque chose que tu peux trouver toi-même sur Internet. Mais le principe de base, j'ai étudié un petit peu la question ces derniers jours. L'intelligence artificielle, en termes d'écriture, on va parler d'écriture de roman, mais ça vaut plus particulièrement, on va vraiment parler d'écriture de roman, mais elle peut nous aider à 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de compétences, je dirais, où l'intelligence artificielle va pouvoir intervenir. Le premier niveau, et c'est par ordre croissant, tu verras que je trouve c'est vraiment extraordinaire. Je trouve ça, là pour l'instant il n'y a pas de jugement de morale, c'est juste un constat. Je trouve ça extraordinaire ce que l'on est capable de faire. Faut pas oublier, souvent j'entends, c'est incroyable de voir ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle. Non, c'est surtout ce qu'est capable de faire l'homme, de créer cette intelligence artificielle. Parce que je me souviens, alors j'ai pas les dates en tête parce que ça je t'en parle, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je me souviens du premier ordinateur Deep Blue qui avec le match Kasparov, et puis ensuite il y a eu AlphaGo à plusieurs années, je sais plus c'est en quelle année exactement, il y a quelques temps, tu pourras vérifier facilement sur internet, mais il y a eu AlphaGo qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Et ça, c'est vraiment une grande révolution dans l'intelligence artificielle parce que le jeu de Go est assez spécifique. Je vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le point, mais est assez spécifique, vraiment particulier par rapport aux échecs. Il demande il fait beaucoup plus appel à la créativité, on va dire. Il y a vraiment une philosophie beaucoup plus peut-être plus poussée, plus profonde, qui fait en sorte, comment dire, qu'il est beaucoup plus facile à un ordinateur de battre un humain aux échecs, parce qu'il réfléchit beaucoup plus rapidement et peut avoir beaucoup plus de coups enregistrés dans ses bibliothèques, alors que dans le jeu de Go, fait beaucoup plus appel à la créativité. Je ne dis pas que le jeu d'échecs n'est pas créatif, mais le jeu de Go c'est différent. Et ce qui fait que c'est difficile pour une machine, elle a beau réfléchir beaucoup plus vite et enregistrer des coups, c'est beaucoup plus difficile pour une machine d'affronter et de gagner surtout un match contre l'humain parce que il y a une dimension humaine que la machine ne possède pas et qui est beaucoup plus mise en avant dans le jeu de Go. Alors c'est une grande révolution lorsque AlphaGo a battu le champion du monde. Alors ça se passe en plusieurs matchs. Je crois qu'il a dû en gagner quelques-uns de mémoire, je ne sais plus. Il y avait un reportage à un moment donné sur Netflix sur le sujet. Je te parle uniquement là sur mes souvenirs. C'était pas quelque chose que j'avais préparé. Je referai à la limite une vidéo là-dessus, un audio. Mais voilà, c'était une grande révolution en termes d'intelligence artificielle parce que là, l'ordinateur, pour parler simplement, venait jouer sur le terrain vraiment de l'humain, sur le terrain de la créativité, pourquoi pas peut-être même de la philosophie. Et ça, j'ai d'abord été très étonné, très surpris, mais presque fier de dire que l'humain est capable de créer des intelligences artificielles à ce point aussi proche du comportement humain, de la psychologie humaine, et en même temps j'ai été effrayé. Alors voilà, on est passé de Deep Blue, alors il y a une évolution jusqu'à AlphaGo qui est vraiment une intelligence artificielle très poussée.
Et alors, à notre niveau, en tant qu'utilisateur, je veux dire, le commun du mortel n'a pas affaire à une machine des capacités dignes d'un AlphaGo à sa maison, hein, avec son ordinateur. Mais tout de même, on a des tas de petits logiciels. Euh, il y en a quelques-uns qui doivent être gratuits, mais je n'y crois pas trop. Je crois pas trop que ça soit très performant. Plutôt aller sur les choses payantes. Alors, on retrouve des logiciels qui vont nous aider. Donc, je reprends mon propos, qui vont nous aider, c'est le principe, hein, j'explique le principe vraiment de ces rédacteurs, de ces assistants IA qui vont nous aider à écrire donc un roman, une histoire. Il y a un premier niveau de compétence et un premier niveau qui concerne la conversation ou la correction. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir converser avec elle. Nous allons pouvoir lui poser des questions, lui demander de reformuler des phrases. Alors quand on lui pose des questions, ça veut dire qu'elle va répondre. Ça, c'est quelque chose de... Elle va apporter une réponse intelligente, elle va aller chercher des informations, elle va répondre aux questions. Et le côté... donc ça, c'est la conversation, donc on lui pose des questions, elle nous répond. Et le côté correction, c'est-à-dire qu'on peut écrire une phrase euh, et- avec une syntaxe approximative, lourde, répétitive, etc. L'intelligence artificielle, l'application, va reformuler ces deux phrases. Ça, c'est le premier niveau. Ça peut paraître... Alors, on est loin d'AlphaGo, on est loin des intelligences artificielles dont on parle en science-fiction, et je vais t'en parler dans quelques instants, mais je trouve ça déjà extraordinaire. Toujours sans jugement de morale, je parle d'un point de vue technique. Le deuxième niveau de compétence, là, on monte d'un cran, elle va pouvoir écrire, alors je ne l'ai pas testé, si un jour, je finis mon propos et j'apporte une petite remarque. Donc, conversation, correction avec le logiciel d'intelligence artificielle. On converse, on pose des questions ou on lui demande de corriger des phrases, de remodeler des phrases. Deuxième niveau de compétence, on monte d'un cran, d'un sacré cran, parce que là, l'intelligence artificielle est capable d'écrire un roman. Donc je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas encore testé, je dis pas encore parce que j'aimerais le tester par curiosité, mais si je le fais un jour, je dis si, parce que il y a une question morale après qui se pose, si je le teste un jour, euh, je le ça sera quelque chose de spécifié sur la couverture, ou je ne sais pas, où je vais en faire un marketing en expliquant que j'ai travaillé de cette façon, je voulais tester quelque chose. Parce qu'il y a un point moral que je vais aborder dans quelques instants. Donc après la conversation ou la correction, on passe donc à ce niveau, donc j'en avais pas terminé, écrire un modèle, enfin pardon, c'est l'intelligence artificielle qui écrit un roman, c'est quand même incroyable, elle écrit un roman à partir d'un modèle. Bon, excusez tout de même du peu. Alors à partir d'un modèle, ça veut dire que ça fonctionne très bien pour tout ce qui est thriller, horreur, les écrits romantiques, les histoires d'amour. Pourquoi? Parce que le thriller, l'horreur ou l'histoire d'amour, ce sont des schémas, des mécanismes psychologiques qui sont là pour nous toucher directement. Alors thriller, ça va susciter notre intérêt, le suspense, etc. L'horreur, bon, c'est fait pour nous faire peur, nous angoisser, nous bousculer. Et puis les histoires d'amour, eh ben, effectivement, comme son nom l'indique, on est là dans le sentimental. On est dans... Alors c'est très... ce sont des écrits, ce sont des genres, donc ce sont des modèles, des recettes qui sont appliquées. Et d'ailleurs, on le voit, malheureusement ou pas, là je suis un petit peu on le voit avec les auteurs qui vont écrire des thrillers de l'horreur ou des histoires d'amour qui vont appliquer les mêmes recettes parce que ça fonctionne, et à un moment donné, on va se retrouver avec des histoires qui sont toujours sur le même modèle, et qui, moi, me paraissent fades, mais qui vont plaire à d'autres. On recherche... Bon, je vais en rester là. Après, il y a le troisième niveau qui est d'écrire un roman à partir de rien. Donc là, je suis complètement perplexe, et je suis limite apeuré, mais... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'écrire un roman à partir de rien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Je suis en train de faire des recherches là-dessus. Est-ce qu'on lui demande, on lui donne une phrase d'accroche? Est-ce qu'on lui précise je ne sais pas. Une intelligence artificielle qui crée un roman à partir de rien. Donc voilà, 3 paliers, c'est-à-dire, dans un premier temps, on peut converser, on peut échanger avec l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre à des questions, nous aider dans l'écriture, corriger certaines phrases. Deuxième niveau, elle écrit le roman à partir d'un modèle. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut écrire, nous, le modèle, et l'intelligence artificielle nous assiste dans l'écriture. C'est pas mal, elle nous assiste pas, elle écrit le roman en vérité. Et puis le troisième niveau, elle écrit le roman à partir de rien.
Alors, je vais faire une parenthèse sur le fait que je suis auteur de science-fiction et dans mon roman Ithac 81, il est question d'une intelligence artificielle qui s'appelle Pénélope. Bon, cette intelligence artificielle, euh, elle est là pour gérer la vie d'une communauté de 30 000 colons qui ont pour objectif de quitter le système solaire et de s'aventurer dans l'espace et puis de trouver une planète habitable. Je passe les détails sur pourquoi quitte le système solaire, la durée de la traversée. C'est un vaisseau générationnel, c'est-à-dire que ça peut durer des milliers, des millions d'années, peu importe, on peut vivre dans ce vaisseau, tout est mis en place pour pouvoir vivre tout au long des générations qui s'écoulent. Bon, ça reste de la science-fiction, évidemment. Il y a des choses qui sont aujourd'hui auxquelles on peut penser, on peut imaginer et concevoir dans nos esprits certaines choses. On peut pas forcément les réaliser d'un point de vue technique, mais on peut quand même les penser. Et à partir du moment où on peut les penser, on peut les écrire en termes de science-fiction. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et la science-fiction, pour moi, c'est une façon d'aborder les questionnements, notamment philosophiques. Et il y a cette intelligence artificielle qui s'appelle Pénélope et qui est représentée c'est une femme, un hologramme, euh, une intelligence artificielle qui gère la communauté, c'est-à-dire qui va gérer la vie des 30 000 colons et qui va faire en sorte que toutes les tâches, si tu veux, c'est un petit peu un équilibre entre un monde libéral dans lequel on est totalement libre de choisir l'activité professionnelle que l'on veut faire, et puis un monde communiste, par contre ça va faire un peu simpliste, mais un monde communiste dans lequel c'est l'État, c'est une autorité qui va choisir ce que l'on doit produire. Pour qu'effectivement il y en ait pour tout le monde et qu'il y ait un certain équilibre. Cette intelligence artificielle, elle va couper un peu la poire en deux, elle va faire en sorte que chaque humain, chaque colon, dans ce vaisseau générationnel, va à la fois pouvoir participer au bien commun, en fonction des besoins de la communauté, tout en s'épanouissant dans quelque chose qu'il veut faire. Chaque colon va pouvoir réaliser son rêve tout en partie. Alors, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour moi, je pense, impossible d'un point de vue humain. Aucun système politique n'a réussi à concilier un équilibre, une protection en quelque sorte. Et puis, là, on serait plutôt à gauche. Et puis, un esprit beaucoup plus libéral à droite. Concilier les deux. C'est quelque chose que l'humain est incapable de faire, très sincèrement, je le pense. Alors en revanche, une intelligence artificielle, on peut imaginer qu'elle puisse le faire à partir du moment où elle a des algorithmes et elle va pouvoir vraiment se plonger dans les situations de chacun et en fonction des compétences de chacun, du mérite, pourquoi pas, des capacités, de ce qu'a besoin la communauté à ce moment-là, etc. Ce sont des algorithmes très compliqués qui demandent de réfléchir très rapidement, de s'adapter, de composer tout le temps. L'intelligence artificielle va pouvoir le faire et c'est ce que je mets en place dans mon roman de science-fiction. Évidemment, et je vais bientôt refermer la parenthèse, évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Il y a une question morale qui va se poser, notamment la question morale, tout simplement de ce qu'est une vie humaine. Je referme la parenthèse, mais cette question de la vie humaine, on va tout de suite en parler dans les points positifs et les points négatifs. Pour moi, il y a un aspect positif et un aspect négatif dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'assistante d'écriture, donc pour écrire un roman par exemple. On va commencer par les points positifs. Très sincèrement, les points positifs, pour être très honnête, je ne l'ai jamais fait, et si un jour, encore une fois, j'écris j'ai envie de tester, de faire l'expérience d'écrire, pourquoi pas, un petit texte avec une assistance, pour voir ce que ça pourrait donner. C'est une expérience, mais à ce moment-là, je le préciserai évidemment. Les points positifs, c'est la productivité et le style. La productivité, ce que j'entends par productivité, bon, je pense que ça se passe d'explication, mais tout de même, très rapidement, il faut voir que à partir du moment où on va être assisté, on va pouvoir écrire beaucoup plus vite en termes de beaucoup plus vite, pardon, beaucoup plus en termes de matière. C'est-à-dire que je sais pas, si j'écris 1000 mots à l'heure, peut-être qu'en étant assisté avec une intelligence artificielle, je vais faire ça en un quart d'heure. Ce qui fait que, bon, le calcul est un peu simpliste, mais je vais pouvoir écrire 4 fois plus de romans, 4 fois plus de livres.
Ça augmente la productivité. Quel est le but de ça? Ben, tout simplement d'offrir beaucoup plus de choix au lecteur. Donc ça peut augmenter le chiffre d'affaires. Donc là, on est dans quelque chose c'est la productivité, c'est la technique. On est dans un petit peu ce processus. J'en parle dans mon roman. Un petit peu ce processus sans finalité. Mais c'est un point positif pour l'instant, donc j'apporte pas l'aspect péjoratif. L'aspect positif, c'est la productivité. Parce qu'effectivement, si en un an je suis capable d'écrire, je ne sais pas, 2 ou 3 nouvelles ou 2 ou 3 romans courts, on peut imaginer qu'avec une intelligence artificielle, je peux en écrire une dizaine. Ça augmente forcément les choix proposés au lecteur, ça augmente ma visibilité, ça peut augmenter le chiffre d'affaires. Donc là, on est sur un point positif purement technique. Les points positifs, de toute façon, tu vas les voir. Il y en a deux et c'est purement technique. Donc la productivité. Et le deuxième point positif, c'est le style. Tu verras que le style, c'est à la fois positif sur le plan technique, tu verras que c'est négatif sur le plan moral. Sur le plan technique, c'est positif parce que je pense notamment à un logiciel comme Antidote. Je ne sais pas si, à la base, ce n'est pas un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, qui fait référence, il utilise des bibliothèques, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne me suis pas renseigné parce que je pense qu'aujourd'hui, ces logiciels de correction de syntaxe, etc., utilisent l'intelligence artificielle. Donc ces logiciels vont nous permettre, après la productivité, après le fait d'augmenter la productivité, de travailler sur le style. Travailler sur le style, c'est-à-dire plutôt sur la syntaxe. On va parler de syntaxe. Euh, Ça veut dire qu'elle va pouvoir améliorer, fluidifier une syntaxe qui serait peut-être lourde avec des répétitions. Euh, Peut-être des phrases trop courtes, des phrases trop longues, etc. Elle va, pardon, pas simplifier, elle va fluidifier la syntaxe qui va permettre une lecture plus fluide pour le lecteur et pour l'auteur va permettre d'exprimer plus directement, j'ai envie de dire, ses idées, ses émotions. Donc sur le plan technique, purement, vraiment technique, c'est très intéressant. L'amélioration de la syntaxe. Voilà. Le point positif, on parle de syntaxe. Et le point négatif, on va parler du style, en fait. Syntaxe et style, on peut confondre les deux. Alors, productivité et syntaxe, voilà. Ça améliore la productivité, ça fluidifie la syntaxe, c'est une assistance technique qui, au final, je suis désolé, c'est quelque chose qui, si on enlève le jugement de valeur, qu'on regarde simplement sur les faits, il est évident que un auteur qui va utiliser l'intelligence artificielle, qui va se faire assister, et puis moi qui vais écrire tout seul, il va pouvoir écrire beaucoup plus, et il se peut que sa syntaxe soit, en tout cas, il ait plus de contrôle sur sa syntaxe, pardon. Alors que moi, je suis tout seul face à mes mots. Bon, maintenant on arrive à l'aspect négatif, pardon. L'aspect négatif, eh bien justement, cette syntaxe qui était pour moi quelque chose, l'amélioration de la syntaxe qui était pour moi quelque chose de positif, là va devenir négatif à partir du moment où on parle de style. Parce que le style, quand on parle de style, c'est-à-dire le choix des mots, on utilise certains mots, parce que lorsqu'on parle de synonyme, il faut se rendre compte qu'un même mot, que plusieurs mots, pardon, peuvent exprimer la même chose, peuvent faire référence à un même objet. Mais si on a pris la peine de créer, on a créé les mots, si on a pris la peine de créer des mots différents, c'est pour exprimer des nuances qui vont se jouer dans la perception que se fait celui qui parle ou dans celui ou la nuance que l'on cherche à exprimer. Eh bien, le style, c'est la nuance des mots, c'est le rythme de la phrase. Écrire des phrases courtes, longues, jouer avec ce rythme, c'est décrire un paysage en partant du détail et en allant sur le plan très général, ou faire l'inverse, peu importe. Euh, le style représente, et ça c'est important de le comprendre, le style d'un auteur, le style d'écriture, représente la personnalité de l'auteur. Elle est à l'image de son éducation, de sa culture et du rapport qu'il a avec lui-même et le monde. Et puisque chaque individu a une personnalité différente, a eu une éducation différente avec des parents et l'école, a une culture différente, nous ne sommes pas tous du même pays, du même quartier, et puis le rapport avec soi-même, on n'a pas tous le même rapport avec soi-même et le même rapport avec le monde,
Et d'ailleurs, le rapport avec soi-même et le rapport que l'on a avec le monde, c'est lié à sa propre éducation, à sa propre culture. C'est lié aussi ensuite à ses propres expériences, à ses propres réflexions sur ce que l'on a sur soi. À tout ça, on le voit, c'est dynamique. C'est pas quelque chose de figé. Donc, imaginons que j'écrive puisse avoir écrit, je sais pas, je réfléchis, mais j'ai écrit un roman, une nouvelle à 20 ans, et j'écris aujourd'hui un roman à 40 ans. Le style va être complètement différent et il sera certainement meilleur. Ça, c'est un jugement de valeur, mais je vais le trouver meilleur parce que la syntaxe sera beaucoup plus riche, nuancée. Le vocabulaire sera également beaucoup plus riche, avec des mots qui vont être utilisés à bon escient pour bien exprimer la nuance de mon propos. Ça, c'est très intéressant. Eh bien, mon style, il sera pour moi plus intéressant aujourd'hui à 40 ans qu'il n'a été 20 ans en arrière. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les écrits que j'ai pu composer, vraiment un travail de composition que j'ai pu composer 20 ans en arrière, où on peut imaginer 20 ans plus tard, c'est-à-dire que alors j'aurai 60 ans, un peu plus de 60 ans, hein. Hier j'ai fait un audio sur la réforme des retraites, alors je m'imagine à 64 ans. Moi ça ne me pose pas de problème, hein, à 64 ans, si j'ai encore je vois pas pourquoi je n'aurais pas les capacités, mais si j'ai l'énergie pour écrire, je ne vois pas arrêter d'écrire. Eh bien, on peut imaginer que mes écrits à 64 ans est un style beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus proche de ce que je cherche à exprimer que le style que je peux avoir aujourd'hui. Alors, et c'est super. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que nous sommes humains. Pardon, là, on va enfoncer une porte ouverte, mais nous sommes humains. C'est-à-dire que nous évoluons, nous avons tous une personnalité différente, etc., des expériences, et nous évoluons dans nos vies. Et quand on lit un roman, quand on lit un bouquin, euh, à travers les mots, on découvre un auteur, euh, on découvre un auteur avec le rapport qu'il a avec les mots, et bien c'est le rapport qu'il a avec lui-même, avec le monde. Et si la syntaxe de tel auteur est parfois lourde à un moment donné, on va parler des choses qui peuvent paraître péjoratives. Là, la syntaxe est lourde. Là, il répète la même chose. Là, les mots manquent de nuances. Le rythme est saccadé. Là, c'est trop lent. On peut parler aussi du rythme de l'histoire, du rythme de l'intrigue en elle-même. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être un petit peu péjoratif comme ça, qui peut être un petit peu abrupt, qui peut être un petit peu difficile au lecteur. Mais c'est ce qu'est l'auteur à ce moment-là de sa vie, à ce moment-là peut-être de sa journée, à ce moment-là de sa correction. Il faut pas oublier que quand on lit une page, quand on lit un roman, quand on lit un chapitre, par exemple, il faut pas oublier que le premier chapitre et le dernier chapitre, ça dépend dans quel ordre on écrit en même temps, mais les chapitres n'ont pas été écrits le même jour, n'ont pas été écrits. Et puis il y a des romans qui sont écrits sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Lorsque tu écris une saga, par exemple, et entre-temps tu as évolué en tant qu'auteur, tu es passé par différentes étapes dans ta vie. Ta personnalité évolue, c'est quelque chose de dynamique, mais ta culture, ta réflexion sur toi, ton rapport avec le monde, etc., les choses évoluent. Donc ton écriture, forcément, ton rapport avec le monde, donc ton rapport avec toi-même, donc ton rapport avec les mots évolue. Et c'est quelque chose qui est reflété par l'écriture. Et c'est beau, c'est intéressant de le montrer. Donc effectivement, l'écriture reflète l'histoire interne, l'évolution, la dynamique interne, psychologique d'un auteur. Donc parfois, il va y avoir des choses qui sont lourdes, qui sont un peu saccadées, qui pourraient être... eh bien, ce sont ce qu'on appelle des petits défauts, des petites choses qui d'apparence comme ça, si on met le doigt dessus, si on se concentre là-dessus, vont nous paraître, ça va être moche, ça va être très beau. Mais quand on prend du recul, ça donne du relief à ce qu'a créé l'auteur. Personne n'est parfait, et chaque œuvre a ses beautés, ses choses un petit peu plus creuses, un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus sales, un peu plus brutes, et ça fait partie de l'œuvre humaine. Voilà. Et ça, je trouve ça beau. Et avec l'intelligence artificielle, on peut perdre ça. On peut perdre ça parce que l'intelligence artificielle va nous aider sur le style, donc elle va lisser ce que l'on fait, elle va chercher à améliorer.
Sur le plan technique, ça peut être intéressant, mais sur le plan moral, sur le plan humain, ce n'est plus toi qui as écrit le bouquin. Les mots ne représentent plus du tout ce que tu es à ce moment-là. Et sur le plan moral, je trouve ça dommage parce que c'est un manque d'honnêteté envers toi-même et avec tes lecteurs. Ça c'est la partie morale. Maintenant, pour conclure, est-ce que c'est bien ou pas bien, si vraiment on veut poser la question de manière simpliste, de se faire aider par une intelligence artificielle pour écrire un roman? Bien, comme toujours, lorsque je donne mon opinion, je pense que je tente de couper la poire en deux. Et, et je crois que l'assistance proposée par les intelligences artificielles, c'est un outil, et comme à chaque fois, l'outil, ça dépend de l'utilisation que l'on va en faire. Je crois que c'est un outil et que l'on ne doit pas s'en servir comme une finalité. C'est-à-dire que le but, en tout cas c'est le but que je me propose, si un jour je me teste à l'intelligence artificielle, ce n'est pas d'utiliser pour obtenir une fin, pour obtenir une finalité, c'est-à-dire pas pour écrire un roman, mais pour apprendre. Pour apprendre. C'est un petit peu comme si tu es dans une maison d'édition, parce que moi je suis auteur indépendant, mais si tu es dans une maison d'édition, par exemple, lorsque tu envoies ton manuscrit, il va être lu, on va te guider un petit peu dans ta réécriture, en te demandant de travailler sur certaines pistes thématiques, de manière très générale, ou plus particulièrement sur telle ou telle phrase, sur cette façon de... Bon, il va y avoir, on va t'épauler, on va t'assister. Donc après tout, être assisté par des humains ou être assisté par une intelligence artificielle, à un moment donné, on ne verra peut-être même plus la différence. Mais ce qui peut être intéressant, je faisais une comparaison avec l'éditeur, mais la comparaison s'arrête là, évidemment. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de considérer l'intelligence artificielle comme un outil qui ne va pas, non pas t'aider qui va pas te donner un produit final, le roman, mais qui va t'apprendre. Alors, pour reprendre vraiment le point charnière qui est la syntaxe, lorsqu'on parle de syntaxe en tant que technique, c'est positif. Lorsqu'on parle de syntaxe en tant que style, c'est quelque chose de négatif. L'intelligence artificielle va gommer certaines choses, à mon avis, c'est mon opinion, va gommer certaines choses, ça ne sera plus toi. Les mots ne vont plus représenter ce que tu es. En revanche, en coupant la poire en deux, voilà moi ce que je me propose. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer un projet de ce type, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est de travailler sur un petit texte, une nouvelle, mais vraiment très courte. Et puis, ou alors sur un roman, mais chapitre par chapitre. Et puis, non, je reviens sur ce que je dis, tu vois, j'enregistre mes audios dans les conditions du direct. C'est pour ça que je veux quelque chose d'authentique. Et c'est ce qui me bloque, moi, l'authenticité, étant donné qu'il n'y a pas d'authenticité avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui me dérange. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur ce que je disais. Je ne souhaite pas utiliser l'intelligence artificielle pour m'assister sur l'écriture d'un roman, mais plutôt dans le cadre d'exercices. C'est-à-dire écrire des chapitres, écrire des histoires, mais des choses que je ne vais pas proposer au lecteur. Des choses pour moi, pour travailler sur mon écriture. Alors, une petite coupure, je reprends. Donc, j'expliquais, utiliser l'intelligence artificielle un petit peu comme un professeur en quelque sorte. Un professeur, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas comme un miroir peut-être sur lequel tu vas venir coucher des mots dans le cadre d'un exercice. Tu vas écrire de petites histoires, de petites situations. Et puis, tu vas comparer ton travail d'abord de manière brute, ce que tu fais toi, et tu vas le comparer à ce que te propose l'intelligence artificielle. Et là, à partir de cette comparaison, il va s'agir de voir, de lire ce qu'a proposé l'intelligence artificielle, et de voir ce qui résonne en toi, comment dire ça? Il y a des choses qui vont être proposées par l'intelligence artificielle qui vont sublimer ce que tu as voulu dire. Tu vas te dire, ah oui, effectivement, j'aurais peut-être dû ralentir un peu le rythme sur cette partie-là pour laisser plus de temps au lecteur pour absorber certaines idées. Au contraire, là, accélérer, etc. Bon, peu importe, je parle de rythme ici. En faisant cette comparaison avec le travail proposé par l'intelligence artificielle, ça va peut-être mettre en évidence certaines lacunes, certaines choses sur lesquelles tu dois travailler, ou venir sublimer certaines choses que tu avais mis en place qui fonctionnent. Et bien après, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, mais il s'agit de
à la limite peut-être de recopier pour t'imprégner de quelque chose que tu avais en toi, mais qui te demandait encore un petit peu d'être confronté à un regard extérieur. Alors le regard extérieur, c'est les regards extérieurs d'un éditeur ou d'amis auteurs, c'est peut-être plus intéressant, pardon, c'est lapsus, plus intéressant qu'une intelligence artificielle. Mais très sincèrement, je pense que ça peut être un bon miroir. Tu peux commencer comme ça à faire un travail de réflexion sur toi, sur tes propres mots, ta façon, ton rapport avec les mots. En revanche, il ne s'agit pas, oui, effectivement, de faire un copier-coller. Et si tu vois qu'il y a certaines phrases, certaines parties, certaines propositions de l'intelligence artificielle qui ne sont pas du tout en accord avec ce que tu ressens, à la façon dont tu veux dire les choses, qui ne te ressemblent pas du tout, tu sens bien que c'est pas ta personnalité, ça tu l'écartes. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un œil critique sur ce que propose l'intelligence artificielle, et d'ailleurs comme ce que proposent d'éventuels conseillers humains sur ton écriture. Je me souviens que un de mes premiers écrits, il y a quelques années, je l'ai proposé à des bêta-lecteurs, et il y a un des bêta-lecteurs qui a repris mon premier chapitre et qui l'a écrit à sa façon, à sa sauce, et qui me l'a envoyé pour me montrer un petit peu ce qui était possible de faire. Et j'ai lu ce qui avait été proposé, et je suis resté sans voix. J'ai lu quelque chose qui était fluide, j'ai lu quelque chose c'était de la prose, mais de la prose poétique, qui n'était pas là pour... ça m'emmenait dans quelque chose vraiment qui m'avait plu, qui m'avait intrigué. Euh, C'était vraiment un texte captivant. Et, et je me suis dit, mon premier avis, ça a été de dénigrer mon travail et de me dire que j'aimerais écrire comme ça. Mais en prenant du recul, je me suis aperçu que, oui, j'ai aimé ce qu'avait proposé ce bêta lecteur, mais je me suis rendu compte que j'ai aimé en tant que lecteur, oui, effectivement. Mais ça ne correspondait pas du tout, et ça ne correspond pas du tout à ma façon de concevoir le monde, à l'image que j'ai du monde et de moi-même, le rapport que j'ai avec les mots, ça ne me correspond pas. Simplement, alors là, dans ce cas-là, si ça ne correspond pas, bah, on admet qu'il y a du travail, que c'est vraiment très intéressant, mais ça ne correspond pas. En revanche, sur certaines phrases, sur certains mots, je me suis rendu compte à l'époque qu'effectivement, je pouvais apporter un petit peu plus de nuances. Je pouvais répéter un petit peu moins les choses. Euh, voilà, ça m'a permis de travailler sur mon texte, de le mettre un petit peu en contraste avec ce qui était possible de faire autrement. Et ça, l'intelligence artificielle le propose. Donc, pour résumer, oui, l'intelligence artificielle en termes d'assistance en écriture est un outil très intéressant, il ne faut pas, pour moi, c'est mon opinion, aller lui demander d'écrire un roman à sa place. C'est pas quelque chose qui est pour moi honnête, moral, d'un point de vue, c'est pas quelque chose d'éthique, dans le sens où l'écriture est censée te représenter en tant qu'auteur, mais en tant qu'assistant dans les exercices d'écriture. Parce que quand on est auteur, surtout lorsqu'on est auteur indépendant, on a tendance à écrire son roman, à ne pas faire d'exercice d'écriture. C'est pas vraiment un problème, tu sais. Écrire tes romans, ce sont quelque sorte des exercices d'écriture. Au fur et à mesure, tu progresses. Mais de temps en temps, faire quelques exercices d'écriture thématiques, se confronter à ce miroir d'intelligence artificielle qui va mettre en évidence ce qui fonctionne pas. Et c'est à toi, avec ton esprit critique, de dire, alors ça fonctionne pas. Ça permet de m'améliorer, de sublimer, de mettre en évidence certaines choses, mais surtout, ça correspond, ça résonne en moi. Par contre, si ça permet d'améliorer les choses, mais que ça ne résonne pas en moi, c'est pas ma façon de faire. Il faut savoir se décrocher, en tout cas ne pas accrocher à ça. Vraiment faire la part des choses. Et ça demande un esprit critique. Ça demande une honnêteté intellectuelle également. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, c'était mon opinion sur l'intelligence artificielle. N'hésite pas dans les commentaires ou tu m'envoies un mail également, me dire ce que tu en penses toi, ta propre opinion sur l'intelligence artificielle en tant qu'assistance, en termes d'écriture, ton opinion, et si tu as déjà testé, comment tu procèdes, de quelle façon. Alors je serais ravi d'échanger avec toi. Merci d'avoir été là, et je te dis à la prochaine pour un prochain audio. Salut!